Le SMS est arrivé à 18h47, un mardi soir, alors que j'étais encore en uniforme, sentant encore légèrement l'air recyclé du palais de l'Élysée. Le message disait exactement ceci: ne viens pas à la fête de fiançailles de ta sœur, la liste des invités est déjà complète. Aucune excuse, aucune explication, pas le moindre « je suis désolé, ma chérie ». Juste 2 phrases, écrites par l'homme qui m'a élevée, me rejetant comme une vulgaire erreur de plan de table. Je l'ai lu 3 fois, avant de comprendre qu'il était sérieux. Et là, quelque part sous l'Élysée, après avoir passé 2 points de contrôle de la sécurité présidentielle où l'on connaissait mon nom, au-delà de ce badge qui indiquait « Colonel Griffin », j'ai senti quelque chose, au fond de moi, devenir profondément silencieux. Je m'appelle Savannah Griffin. J'ai 46 ans, et je détiens le grade de colonel dans l'armée de terre française. Depuis 3 ans, je sers, à titre de conseillère classifiée, au palais de l'Élysée. Je travaille aux côtés du Conseil de défense et de sécurité nationale, sur des sujets dont je n'ai pas le droit de parler à quiconque, y compris ma propre famille. Surtout ma propre famille. Pour eux, je n'ai jamais été rien de plus que la fille qui travaille pour le gouvernement. Pas un médecin, pas une avocate, ni personne avec un titre valant la peine d'être mentionné au repas de Noël. Juste une femme d'une 40aine d'années, qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais eu d'enfant, et qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais atteint ce que mon père considérait comme la réussite. Dans l'esprit de mon père, la réussite portait un nom, Lorraine. Ma jeune sœur vend de l'immobilier de luxe à Lyon. Et, il y a 6 mois, elle s'est fiancée à un homme du nom de Bradford Ashworth III, dont la famille possède la moitié des propriétés commerciales de l'Est lyonnais. Lorsqu'elle a appelé pour l'annoncer à mes parents, j'ai entendu les célébrations à travers le téléphone, bien que je sois à 3 régions de là. Le rire de ma mère, le tintement des glaçons dans les verres, et la voix tonitruante de mon père déclarant « ça, c'est ce que j'appelle faire un beau mariage ». Ce soir-là, assise seule dans mon appartement de fonction, je me suis sentie heureuse pour elle. Vraiment. Lorraine a toujours eu cette chaleur humaine, qui attire les gens vers elle, et je ne le lui ai jamais envié. Ce que je lui enviais, si je suis tout à fait honnête avec moi-même aujourd'hui, c'était ce silence, qui suivait inévitablement dès que quelqu'un posait des questions sur moi. La fête de fiançailles devait avoir lieu dans le domaine de la famille Ashworth, en périphérie de la ville. C'était le genre d'événement, avec un quatuor à cordes, et une liste d'invités soigneusement sélectionnés, comme pour une exposition de musée. J'avais déjà posé mes jours de permission. J'avais déjà acheté une robe, bleu pâle, modeste, rien qui puisse détourner l'attention de ma sœur. Car cela a toujours été la règle dans ma famille, qu'elle soit dite ou non, ne fais pas d'ombre à Lorraine. Ne ramène pas tout à toi. Cela ne m'a jamais dérangé de suivre cette règle. Ce qui m'a dérangé, en revanche, c'est de découvrir, par un simple SMS de 2 lignes, que je n'étais même pas la bienvenue pour me tenir discrètement au fond de la salle. Je suis restée assise dans ma voiture, dans le parking de l'Élysée, un long moment après l'arrivée de ce message. Le moteur était éteint, mes mains toujours posées sur le volant, comme si j'attendais la permission de conduire quelque part. J'ai pensé à appeler mon père. J'ai pensé à lui demander ce que j'avais fait, s'il existait une version de cette histoire, où je l'aurais mis dans l'embarras, ou s'il y avait eu une dispute que j'aurais provoquée sans m'en souvenir. Mais je savais déjà que ce n'était pas le cas. Il n'y en avait pas besoin. Mon père n'avait jamais eu besoin d'une raison, pour me faire sentir comme une invitée au sein de ma propre famille. Il le faisait depuis 20 ans, par de petites attentions manquantes, de façon plus silencieuse, il avait manqué les cérémonies de remise de diplôme. Il ignorait mes promotions. Il ne posait jamais de questions sur mes anniversaires, qui lui sortaient de la tête, alors que ceux de Lorraine étaient marqués sur le calendrier, à l'encre rouge. Ce SMS n'était que la version la plus bruyante d'une chose avec laquelle j'avais appris à vivre, depuis bien longtemps. Alors, j'ai répondu par un seul mot, compris. Je n'ai pas pleuré. Je veux être honnête à ce sujet, car je pense que les gens s'attendent à des larmes, dans un moment pareil, et je n'en avais aucune à verser. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était un calme étrange et pesant, le genre de calme qui survient, après avoir encaissé un coup que vous attendiez à moitié, durant toute votre vie.
J'ai posé le téléphone face contre le siège passager, j'ai démarré la voiture, et je suis repassé par les grilles, que je venais de franchir 20 minutes plus tôt. Le garde au point de contrôle, un jeune caporal nommé Diaz, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a demandé « Tout va bien, mon colonel ?» Et je lui ai répondu « Oui, car que pouvais-je dire d'autre ?» J'avais une réunion d'information importante le lendemain matin. J'avais, à l'étage, l'équivalent des problèmes d'un pays tout entier qui m'attendait, des problèmes qui n'avaient absolument rien à voir avec des plans de table, des listes d'invités, ou un père qui ne prenait même pas la peine de me faire une place, à la fête de sa propre fille. Je suis retournée à mon bureau. Je me suis assise sous les néons, entourée de dossiers que je ne pouvais pas emporter chez moi, même si j'avais eu un endroit où les emmener. Et je me suis répété, la même chose que je m'étais dite après chaque affront, chaque cérémonie manquée, chaque anniversaire passé sous silence, tout va bien. C'est leur nature. Ce n'est pas cela qui va te briser. J'y croyais, assise là, ce soir-là. Mais j'avais tort. L'appel est arrivé le lendemain soir, juste après 19h, alors que j'étais encore en train de terminer des formalités administratives, que personne, en dehors d'un cercle très restreint, ne verrait jamais. Mon téléphone a vibré sur le bureau, et le nom de Lorraine a illuminé l'écran. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie. Une partie de moi, fatiguée et sur la défensive, supposait qu'elle appelait pour arrondir les angles au nom de papa, comme elle le faisait parfois. Elle jouait la pacificatrice, entre deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment disputées, mais qui s'étaient doucement éloignées, vers des coins opposés de la même famille. J'ai répondu quand même. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle n'était pas en colère, elle était dévastée. Je me suis redressée, confuse, d'une manière presque physique, comme si le sol avait bougé sous ma chaise. Faire quoi, Lorraine ? Je n'ai rien fait du tout. J'ai dit à papa que je comprenais. Je ne viens pas. C'est tout. Arrête, dit-elle, le souffle coupé au téléphone. Ne fais pas comme si tu ne savais pas ce qui est en train de se passer, en ce moment même. Je ne le savais sincèrement pas, et je le lui ai dit. Quelque chose dans mon ton a dû la convaincre, car elle a cessé ses accusations, juste assez longtemps pour m'expliquer. Un magazine national, l'un de ces hebdomadaires politiques sur papier glacé, qui couvre l'actualité de Paris comme d'autres couvrent le Festival de Cannes, avait publié un article. Il portait sur une récente cérémonie à l'Élysée, honorant les conseillers militaires, ayant contribué à une opération classifiée l'année précédente. Il y avait une photographie, pas une photo volée, ni une pose intentionnelle de ma part. C'était juste une photo de groupe, prise lors d'un événement officiel, le genre de cliché pris pour respecter le protocole, classé et oublié par tous ceux qui figurent dans le cadre, sauf, apparemment, par la personne chargée de la mise en page de ce numéro. En dessous, écrit en petits caractères, figurait mon nom, colonel Savannah Griffin, conseillère militaire principale auprès du Conseil de défense. Mon père était assis dans son fauteuil, ce magazine ouvert sur ses genoux, m'a raconté Lorraine. Il le feuilletait comme il feuillette tout, d'une oreille distraite, avec la télévision murmurant en fond sonore. Et puis, il s'était arrêté, s'était figé, et avait relu. Ma mère a d'abord cru à une erreur d'impression, une faute de frappe, deux noms accidentellement mélangés. Mais mon père connaissait mon visage. Il a regardé cette photographie pendant un long moment, m'a dit Lorraine. Ensuite, il s'est levé sans dire un mot, il est allé dans l'autre pièce, et il a commencé à passer des coups de téléphone. Il a appelé des anciens combattants, de son vieux Rotary Club. Il a appelé un voisin, dont le fils était chez les parachutistes. Il essayait, m'a-t-elle expliqué, de trouver quelqu'un qui pourrait lui dire si tout cela était vrai. Il voulait savoir si ce titre signifiait ce qu'il semblait signifier, car cela ne correspondait en rien à ce qu'il pensait savoir de la vie de sa propre fille. Personne n'a pu lui en dire beaucoup plus. Les rôles de conseiller principal, comme le mien, ne s'accompagnent pas d'explications simples, et les personnes qui l'appelaient n'étaient pas exactement familières avec le personnel de l'Élysée. Alors il est resté là, ce soir-là, selon Lorraine, à fixer un magazine. Il était de plus en plus ébranlé, par cette version de moi, qu'il n'avait jamais cherché à connaître.
Il pense que tu as fait ça exprès, a dit Lorraine. J'ai lâché un rire, bien qu'il n'y ait eu aucune joie là-dedans. Fais quoi exprès? Je n'ai pas soumis cette photo. Je n'ai pas écrit cette légende. Je ne contrôle même pas ce qui est publié, sur les cérémonies auxquelles j'assiste, Lorraine. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il pense que tu as tout planifié, pour l'embarrasser, juste avant ma fête de fiançailles. Sa voix a baissé d'un ton, et je pouvais l'entendre faire les 100 pas. C'était ce rythme si particulier, de quelqu'un qui arpente un couloir qu'il a traversé 100 fois, sous le coup de l'émotion. Il pense que tu le punis pour l'histoire de la liste des invités. Je suis restée silencieuse un instant, laissant cette phrase atterrir, comme elle méritait d'atterrir. C'est-à-dire durement, étrangement, et avec une ironie presque sombre. 20 ans de silence sur ma carrière. 20 ans, sans jamais poser une seule question supplémentaire, quand je mentionnais un déploiement. Sans jamais se demander à voix haute, ce que pouvait bien signifier, mission spéciale, quand j'utilisais cette expression au repas de Noël, car c'était la seule expression que j'étais autorisée à employer. Et au moment où la vérité éclatait, sans ma permission, dans un magazine dont j'ignorais même la présence lors de l'événement, son premier instinct n'avait pas été la curiosité. Ce n'était même pas de la culpabilité. C'était de la suspicion, comme si une femme, qui avait passé 2 décennies à ne pas mentionner ses propres exploits, avait soudainement décidé, de manière stratégique, de s'en servir comme d'une arme, la semaine même où sa sœur se fiançait. J'ai appris la publication de cette cérémonie de la même manière que toi, lui ai-je dit, en gardant une voix posée, même si, sous mes côtes, quelque chose commençait à me faire mal, d'une manière sourde et inhabituelle. Il y a 30 secondes, par toi. Lorraine est restée silencieuse une seconde. Je te crois, a-t-elle finalement dit, d'une voix plus douce. Je te crois, mais pas papa. Et il. Savannah, il perd pied. Il n'arrête pas de dire des choses comme « Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit ?» Et que cache-t-elle d'autre? Et je ne sais pas quoi lui répondre, parce que je ne sais pas non plus ce que tu fais. Personne dans cette famille ne sait ce que tu fais. Cette dernière phrase flottait entre nous, comme une chose à laquelle aucune de nous ne voulait toucher. Personne n'a jamais demandé, ai-je dit doucement. Elle n'avait rien à répondre à cela, et je ne l'ai pas poussée à le faire. Nous sommes restés en ligne un instant de plus, respirant toutes les deux dans le silence. Nous étions toutes deux conscientes que quelque chose avait changé, de façon irréversible, et qu'une photo accompagnée d'une légende, venait d'ouvrir une porte que ma famille avait passé 2 décennies à ignorer. Avant de raccrocher, Lorraine a ajouté une dernière chose. Et cette phrase m'est restée en tête, bien après la fin de l'appel, bien après avoir éteint les lumières de mon bureau, et être sortie dans la fraîcheur de la nuit parisienne. Papa pense que tu as planifié tout ça. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans le noir, rejouant chaque version de ma vie, que mon père n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Je me demandais comment un homme pouvait passer 20 ans, à supposer le pire au sujet d'une fille, qu'il n'avait jamais, ne serait-ce qu'une fois, essayé de comprendre. La vérité concernant ma famille ne commençait pas avec la photo d'un magazine. Elle avait commencé des décennies plus tôt, dans une maison à 2 étages, à Rouen, en Normandie. Là-bas, j'ai appris très tôt que l'amour, dans notre foyer, s'accompagnait de conditions, que je n'ai jamais totalement comprises, mais que j'ai toujours ressenties. Mon père, Wallace Griffin, a dirigé une petite agence d'assurance pendant 35 ans. Ce n'était pas un homme cruel, du moins, d'aucune manière que l'on puisse pointer du doigt et qualifier de maltraitance. Il n'élevait que rarement la voix, et ne levait jamais la main. Son truc à lui, c'était une négligence plus silencieuse. Le genre de négligence qui ne laisse pas de marque visible à montrer, mais plutôt une lente accumulation d'absence, qui vous enseignait, année après année, la place que vous occupiez. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, mes parents ne sont pas venus. Mon père a dit que la route était trop longue, que la date tombait en même temps qu'un concours de danse de Lorraine. Il a ajouté que je comprendrais sûrement, puisque l'armée serait toujours là l'année suivante, contrairement au moment de gloire de Lorraine. Je me tenais sur cette place d'armes,
en Bretagne, dans mon grand uniforme, regardant les autres élèves officiers se jeter dans les bras de leurs parents, qui avaient traversé le pays pour l'occasion. Et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'étais douée pour me raconter ce genre de choses. J'avais de la pratique. Quand j'ai reçu ma commission, quand je suis passé capitaine, quand on m'a épinglé mes premiers galons de lieutenant-colonel, lors d'une petite cérémonie sur la base de Pau, rien de tout cela n'a fait écho à la maison. Pas de la même manière que l'élection de Lorraine au bureau des élèves, ou sa première grosse vente immobilière, ni même la voiture d'occasion que mon père l'a aidé à acheter à 19 ans. Une voiture achetée, comme je l'ai appris plus tard, avec de l'argent discrètement retiré des économies qui nous étaient destinées à toutes les deux. Je n'ai jamais rien dit. Que pouvais-je dire de toute façon? Mon père avait une phrase, qu'il aimait utiliser, chaque fois que le sujet de mon service militaire était abordé. Il la prononçait généralement avec une sorte de patience fatiguée, comme s'il expliquait une évidence à quelqu'un qui avait du mal à comprendre. L'armée ne construit pas les familles, Savannah. Elle les détruit. Il disait cela à propos de mes déploiements. Il le disait à propos de ma décision, dans la vingtaine, de me réengager au lieu de rentrer à la maison pour m'installer, comme il pensait qu'une fille devrait le faire. Il l'a dit plus d'une fois, comme si mon uniforme était une chose que j'avais choisie à sa place, plutôt qu'une voie choisie parce que c'était le premier endroit, dans ma vie, qui me jugeait sur ce que j'accomplissais réellement, au lieu de me juger sur ce que j'échouais à être. Ce qu'il n'a jamais su, parce qu'il n'a jamais posé la question, pas une seule fois en 22 ans, c'était ce que cet uniforme signifiait vraiment. Il ignorait tout des 18 mois que j'avais passés au Mali, à coordonner la logistique d'une base opérationnelle avancée sous menace quasi constante. Il ignorait ce convoi que j'avais dérouté à la toute dernière minute, en me basant sur des renseignements auxquels personne d'autre ne croyait, une décision qui a probablement sauvé 11 vies, et m'a valu une citation, dont je n'ai jamais parlé lors d'aucun dîner de famille. Il ne savait rien de l'Afghanistan, de l'hôpital de campagne que j'ai aidé à établir, dans une province que la plupart des Français ne sauraient pas placer sur une carte. Il ignorait ces nuits passées sans dormir, à prendre des décisions qui me poursuivront pour le restant de mes jours. Il ignorait l'existence de cette croix de la valeur militaire, qui dormait dans un tiroir de mon appartement, toujours enveloppée dans son papier de soie d'origine, car je n'avais jamais trouvé l'occasion, où la lui montrer aurait eu une quelconque importance. Il ne le savait pas parce qu'il ne posait pas de questions, et je ne lui offrais pas de réponse. Quelque part en cours de route, j'avais assimilé la leçon si parfaitement, que j'avais cessé d'espérer un changement. On apprend à ne pas apporter de cadeaux, dans une maison où personne ne vous ouvre la porte. Le poste au Conseil de défense est arrivé il y a 3 ans, discrètement, par des canaux que je ne suis toujours pas autorisée à décrire pleinement. Il exigeait un niveau d'habilitation et de vérification qui a pris près d'1 an, des enquêtes de moralité remontant jusqu'à mes professeurs d'école primaire, et des entretiens avec des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis l'université. Lorsque tout a été finalisé, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer que je déménageais à Paris, pour une nouvelle affectation. Mon père a demandé si cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire. Je lui ai répondu que oui, modestement. Il a dit que c'était bien, il avait l'air satisfait, puis il a demandé à parler à ma mère, à propos d'une journée portes ouvertes que Lorraine organisait pour une maison. C'était là toute la conversation. 3 années du travail le plus important de toute ma vie, et cela avait duré moins de 4 minutes au téléphone, dont la majeure partie avait été consacrée aux annonces immobilières de ma sœur. Je ne vous raconte pas tout cela pour faire passer mon père pour un monstre, car il n'en était pas un. Il aimait ses filles, mais dans les limites étriquées de ce qu'il comprenait de l'amour. Pour lui, c'était quelque chose qui se démontrait par une réussite visible et lisible, le genre de succès que l'on pouvait décrire à l'église, ou dont on pouvait se vanter auprès des voisins par-dessus la clôture. La réussite de Lorraine était facile à décrire. La mienne exigeait des habilitations de sécurité qu'il ne possédait pas, et des explications que je n'étais pas autorisée à fournir. Je crois que dans son esprit, mon silence sonnait comme un échec, plutôt que ce qu'il était en réalité, de la discrétion, du devoir, l'architecture silencieuse d'une vie construite pour servir une cause plus grande, qu'une simple conversation lors d'un dîner de famille. Je retournais encore tout cela dans mon esprit, le lendemain matin. Assise à mon bureau, j'examinais des dossiers d'information sur lesquels je peinais à me concentrer,
quand mon téléphone s'est illuminé, affichant appel sur appel, provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis, un numéro que je connaissais est apparu, le portable de mon père. J'ai laissé chaque appel basculer sur la messagerie. Je n'étais pas prête. Je ne savais pas si je le serais un jour, et une part de moi, froide et fatiguée, avait décidé que ne pas répondre, c'était, en soi, une forme de réponse. Vers 11 heures, ce matin-là, on a frappé doucement à la porte de mon bureau. L'un des membres du personnel de l'Élysée, une jeune femme nommée Priya, qui s'occupait des plannings de notre section, est entrée. Elle arborait une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer, oscillant entre l'amusement et l'inquiétude. « Colonel Griffin », a-t-elle dit prudemment. « Votre père est là. » Je veux décrire, avec le plus de précision possible, ce à quoi cela ressemble, quand un homme qui a passé 20 ans à vous sous-estimer, est contraint de marcher dans le monde que vous avez réellement bâti. Mon père est arrivé par l'entrée nord-ouest, vers 11h15 ce matin-là. D'après ce que j'ai pu reconstituer plus tard, grâce à Priya, aux gardes, et à mon père lui-même dans les semaines qui ont suivi, il n'avait pas vraiment de plan, au-delà du simple fait de demander à me voir. Il portait sa belle veste du dimanche, la bleu marine avec les revers légèrement démodés, et il s'était peigné les cheveux comme il le fait, pour les occasions qu'il juge importantes. J'imagine qu'il pensait que ce serait comme se présenter dans n'importe quel immeuble de bureau. Il donnerait mon nom à une réceptionniste, et, quelques minutes plus tard, je sortirais, pour avoir une conversation tendue, mais finalement gérable, dans un hall quelconque. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Élysée. Et mon père l'a appris à ses dépens. Il est resté debout à un point de contrôle, pendant près de 40 minutes, pendant que le personnel de la sécurité présidentielle vérifiait son identité, croisait ses informations, et passait des appels pour confirmer que oui, le colonel Savannah Griffin travaillait bien dans ce bâtiment. Et oui, cet homme qui prétendait être son père était, selon les dossiers, exactement ce qu'il affirmait être. Je l'imagine debout là-bas, prenant conscience, de minute en minute, qu'il s'était aventuré dans quelque chose de bien plus vaste, et de bien plus sérieux, que ce qu'il avait pu comprendre à travers la légende d'un magazine. Sa confiance devait s'effriter à vue d'œil, non pas à cause d'une quelconque intimidation, mais plutôt à cause d'une simple et naissante prise de conscience. Priya est venue me chercher une fois son habilitation traitée, et je me suis dirigé vers l'espace d'accueil des visiteurs, l'estomac noué. Je ne savais pas quelle version de mon père j'allais rencontrer, celle, accusatrice, de l'appel téléphonique de Lorraine, ou quelqu'un de totalement différent. Ce que j'ai trouvé, c'est un homme se tenant très immobile près de la fenêtre, les mains jointes devant lui, comme s'il ne savait pas trop quoi en faire. Il observait le flux de personnes, qui se déplaçaient d'un pas décidé autour de lui. Et ce qu'il regardait, me suis-je rendu compte en m'approchant, c'était chaque personne qui passait, qui me saluait, qui hochait la tête, et qui me reconnaissait, avant même de remarquer que j'avais un visiteur. « Bonjour, mon colonel », a lancé un lieutenant-colonel de l'état-major, en passant, ralentissant à peine l'allure. Colonel Griffin. Un hochement de tête d'un des directeurs principaux du conseil, un général 2 étoiles, aux côtés duquel j'avais travaillé pendant 8 mois, sur un dossier dont je ne peux toujours pas parler. La tête de mon père tournait à chaque fois. Il suivait ses salutations, comme on essaie de faire un calcul mental en temps réel, sans parvenir à trouver le bon résultat. J'ai vu le moment exact où quelque chose a basculé sur son visage. Rien de spectaculaire, pas de halètement, juste un lent recalibrage derrière ses yeux. C'était le regard d'un homme qui réalise que le sol sur lequel il se tient, n'est pas du tout celui auquel il s'attendait. « Papa », ai-je dit, en m'arrêtant à quelques pas de lui. Il s'est tourné pour me faire face complètement. Et, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, mon père avait l'air incertain. Ni sévère, ni déçu. Incertain, d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Pas à la moindre remise de diplôme qu'il avait séché, ni face au moindre de mes accomplissements qu'il avait balayé d'un revers de main. Ses yeux allaient de mon visage aux insignes sur mon uniforme, puis au couloir derrière moi. Il essayait encore d'assimiler le passage du général quelques instants plus tôt, essayant encore de comprendre le respect dans toutes ces voix, qui avaient prononcé mon nom au cours des 90 dernières secondes. Je ne savais pas,
a-t-il fini par dire. Sa voix avait perdu sa certitude habituelle, ce ton plat et définitif, qu'il utilisait chaque fois qu'il rendait l'un de ses verdicts sur ma vie. Savannah, Je n'avais aucune idée que tout cela était réel. J'ai senti quelque chose remonter dans ma gorge. C'était une ancienne version de moi-même, coincée dans un coin, qui voulait adoucir tout cela pour lui. Je voulais le rassurer, comme je l'avais fait toute ma vie, comblant chaque silence qu'il laissait derrière lui, pour qu'il n'ait jamais à en ressentir le poids. Mais, au lieu de ça, je me suis forcée à rester de marbre. Je me suis forcée à dire la chose la plus vraie que j'avais en moi. Tu n'as jamais demandé. Il n'y avait aucune cruauté dans ma façon de le dire. Je veux être clair là-dessus. Il n'y avait aucun triomphe dans ma voix, aucune satisfaction à le regarder encaisser le coup. C'était simplement un fait, posé là, entre nous. Et parfois, les faits ont besoin d'être exposés, avant que quoi que ce soit d'honnête ne puisse se produire. Ces 22 années de silence n'avaient pas été mon seul choix. Elles s'étaient construites brique par brique, avec chaque question qu'il n'avait jamais pris la peine de poser. Avec chaque cérémonie dont il avait décidé qu'elle ne valait pas le déplacement, et chaque conversation qui prenait fin à l'instant où le nom de Lorraine était prononcé. Mon père n'a pas argumenté. C'est cela, plus que tout le reste, qui m'a prouvé à quel point tout ceci l'avait ébranlé. Car argumenter était la seule chose qu'il faisait toujours. C'était le réflexe d'un homme qui, d'aussi loin que je me souvienne, avait besoin d'avoir le dernier mot, dans chaque conversation. Au lieu de cela, il est resté planté là, dans ce couloir de l'Élysée. Entouré par la mécanique silencieuse d'un gouvernement auquel il n'avait jamais imaginé que sa fille puisse appartenir, il a laissé ma phrase flotter dans l'air, sans chercher à s'en défendre. « Viens à la fête », a-t-il dit à la place. Et sa voix s'est légèrement brisée sur le mot « fête », comme si ce mot s'était transformé dans sa bouche, devenant quelque chose de bien plus fragile, que 24 heures auparavant. « S'il te plaît, Savannah, viens à la fête de fiançailles de Lorraine. » Je l'ai regardé pendant un long moment. Je l'ai vraiment regardé, comme je ne m'étais pas autorisée à le faire depuis des années. Je cherchais sur son visage ce que cela signifiait vraiment, si c'était une véritable prise de conscience, ou une simple panique, quant à ce que ses amis du club allaient désormais penser de lui. Je n'en étais toujours pas sûre. Mais quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité inhabituelle, m'a fait hésiter avant de répondre. Cela m'a fait réaliser que cette conversation n'était pas terminée, loin de là. J'y réfléchirai, ai-je dit. Et je l'ai raccompagné moi-même jusqu'à la grille, tous les deux silencieux sur tout le trajet. 22 années de non-dit traînaient derrière nous, comme une chose qui commençait enfin à s'effilocher. Je m'étais dit que je n'irais pas. Je me le suis répété pendant 2 jours entiers, jusqu'à ce que Lorraine m'appelle à nouveau, le jeudi soir. Et cette fois-ci, il n'y avait aucune comédie dans sa voix, aucun plaidoyer répété au nom de notre père. Elle avait l'air terrifiée. « Les Ashworth sont au courant, a-t-elle dit, pour toi, pour tout. » Il s'est avéré que ce même magazine, qui avait bouleversé la soirée de mon père, avait inévitablement trouvé son chemin entre les mains de la famille de Bradford. C'était le genre de personnes, qui lisent les hebdomadaires politiques au petit déjeuner, comme d'autres familles lisent la rubrique des sports. Quelqu'un de leur club privé en avait parlé. Un colonel dans la famille, avait-il dit, presque impressionné. Et la mère de Bradford avait interrogé Lorraine directement, s'attendant à entendre une anecdote charmante, sur une sœur aînée distinguée. Au lieu de cela, elle avait eu droit à une réponse balbutiante et confuse, car Lorraine elle-même savait à peine quoi dire. Elle ne connaissait pas les détails de mon travail. Elle ne savait pas comment expliquer la situation d'une sœur que, pendant des années, elle avait décrite, dès qu'on lui posait la question, comme « quelqu'un qui fait quelque chose pour le gouvernement, je ne sais pas trop quoi ». Les Ashworth, visiblement, n'appréciaient pas d'avoir l'impression d'être trompés. La mère de Bradford, une femme nommée Constance, que je n'avais jamais rencontrée mais que Lorraine décrivait avec un ton mêlant peur et admiration, avait apparemment dit quelque chose du genre « Les familles qui nous cachent des choses au début, ont tendance à continuer à en cacher par la suite ». Il y avait eu un coup de téléphone tendu, entre notre père et celui de Bradford.
Il avait même été brièvement question de reporter l'annonce des fiançailles, le temps que les Ashworth réévaluent la situation. Selon les mots de Lorraine, mon père craquait de toutes parts. Il était terrifié à l'idée que ses propres décennies de mépris silencieux à mon égard ne coûtent à sa plus jeune fille le mariage, par rapport auquel il mesurait secrètement sa propre réussite, depuis des mois. Je suis restée assise, le téléphone collé à l'oreille, assimilant tout cela, et j'ai senti une émotion complexe me traverser. Ce n'était pas tout à fait de la satisfaction, car je n'avais jamais souhaité cela pour Lorraine, et je n'avais jamais voulu que mon exclusion devienne son fardeau. Mais, sous tout cela, c'était quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Pendant 22 ans, ma vie avait été traitée comme quelque chose de vaguement embarrassant. C'était un sujet à minimiser lors des réunions, quelque chose que mon père cachait activement aux personnes dont il estimait l'opinion. Et maintenant, ce même silence, cette même honte qu'il avait bâtie autour de moi, venait présenter la facture. Et ce n'était pas lui qui allait payer. C'était ma sœur, qui s'apprêtait à en payer le prix, lors de sa propre fête de fiançailles, devant la famille qu'elle allait épouser. « J'ai besoin que tu sois là », a dit Lorraine. Et sa voix s'est brisée sur ces mots, d'une manière qui n'avait rien d'une stratégie. « Pas pour papa. Pour moi. S'il te plaît, Savannah. » J'ai pensé aux SMS de 2 lignes qui avaient déclenché tout cela. J'ai pensé aux années qui avaient précédé, aux remises de diplômes, aux anniversaires, aux coups de téléphone qui duraient 4 minutes. Et puis, j'ai pensé à ma sœur, âgée de 29 ans, debout dans une pièce pleine de gens, qui doutaient soudainement de l'honnêteté de sa famille, qui doutaient d'elle, à cause d'une vérité pour laquelle personne, dans notre maison, n'avait jamais pris la peine de faire de la place. J'ai dit oui. Je suis arrivée au domaine des Ashworth, 2 jours plus tard, par une douce soirée de samedi. J'avais délibérément choisi de ne pas porter l'uniforme. J'ai mis la robe bleu pâle, que j'avais initialement achetée pour cet événement précis, des mois plus tôt, avant que tout cela ne commence. Et je me suis dit que je n'étais pas là pour faire une déclaration. J'étais là pour Lorraine, rien de plus. Cette résolution a tenu environ 11 minutes. Je me tenais près du bord de la terrasse, un verre d'eau pétillante à la main, essayant de me rendre aussi invisible que possible. C'est alors qu'un homme plus âgé, vêtu d'une veste en tweed, s'est approché de moi, avec la prestance incomparable de quelqu'un qui avait autrefois porté l'uniforme. Il s'est présenté comme un colonel à la retraite des troupes de marine, un ami de la famille Ashworth. Il avait apparemment surpris quelqu'un prononcer mon nom, près du bar. « Colonel Griffin », a-t-il dit, en me tendant la main avec une fermeté, qui portait en elle sa propre forme de respect. « J'ai lu des articles sur l'opération que vous avez soutenue l'année dernière. C'est un travail extraordinaire. C'est un honneur. Je ne m'attendais pas à être reconnu, pas ici, et par personne. Mais les nouvelles vont vite dans certains cercles. » En l'espace de 20 minutes, 3 autres personnes s'étaient approchées, un ancien combattant qui avait servi sur le même théâtre d'opération que moi. Un jeune officier de la marine qui avait entendu mon nom par son commandant, et une femme dont le mari avait travaillé en lien avec mon unité, des années auparavant. Aucun d'entre eux n'en a fait tout un plat. Il n'y a pas eu de grand spectacle, aucune annonce solennelle, juste un courant silencieux de reconnaissance, traversant la fête, personne après personne. C'était le genre de respect, qui n'a pas besoin d'être bruyant pour être authentique. À un moment donné, j'ai aperçu mon père, debout près du bord de la terrasse. Il tenait un verre auquel il n'avait pas touché, et regardait toute la scène se dérouler, avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la fierté, pas encore. C'était quelque chose de plus rare que ça. Quelque chose qui ressemblait davantage à du chagrin, je crois, en y repensant aujourd'hui. Le chagrin de ces 22 années, passées à présumer d'une version de moi-même, qui n'avait en réalité jamais existé. Le chagrin de chaque cérémonie qu'il avait séchée, persuadé qu'il n'y avait rien qui vaille la peine d'y assister. Il a croisé mon regard à travers la terrasse, et, pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. La fête continuait autour de nous, avec les rires, les tintements de verre, et le sourire radieux et soulagé de Lorraine, alors que Constance Ashworth se montrait visiblement plus chaleureuse avec elle. Mais entre mon père et moi,
il n'y avait que ce long regard, lourd de tout ce que nous n'avions pas dit, et de tout ce qui restait encore à formuler. Il ne s'est pas approché. Pas à ce moment-là. Je pense qu'il a compris, à cet instant, que ce qui devait se passer entre nous, n'allait pas se produire devant un public. Mon père m'a retrouvé 2 heures plus tard, alors que la plupart des invités s'étaient dirigés vers le buffet des desserts, et que le quatuor à cordes avait entamé un morceau plus lent, plus doux. Il m'a trouvée assise seule, sur un banc de pierre à l'orée du jardin, loin du bruit, comme je l'avais toujours fait lors des réunions de famille. Il s'est assis à côté de moi sans demander la permission, ce qui ne lui ressemblait pas. Et pendant un long moment, aucun de nous n'a prononcé un mot. J'ai dit aux gens que tu travaillais dans un bureau, a-t-il finalement avoué, regardant droit devant lui vers le jardin, plutôt que de me regarder. Pendant des années, quand ta tante Carole demandait ce que tu faisais, je lui répondais que tu faisais de la paperasse pour le gouvernement. Du classement, crois-je avoir dit une fois. Je t'ai fait passer pour. Il s'est tu, la mâchoire crispée. Je t'ai fait passer pour quelqu'un d'insignifiant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé mariner là-dedans. Je comprenais, quelque part dans cette part de moi-même, fatiguée et prudente, qui avait absorbé les affronts pendant 2 décennies, que ce n'était pas le moment de voler à son secours. Il avait besoin de le dire à voix haute, pleinement, sans que j'adoucisse la chute, comme je l'avais toujours fait. Pourquoi, ai-je fini par demander. Et je le pensais comme une vraie question, pas comme une accusation. Il est resté silencieux un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix avait perdu le vernis qu'elle portait habituellement. Elle avait perdu cette cadence assurée, celle des plaidoiries finales, sous laquelle j'avais grandi. Parce que je ne comprenais pas, a-t-il dit. L'armée, ce que cela signifiait pour une femme d'y entrer, d'en faire carrière. Mon propre père disait des choses sur les femmes militaires, dont j'ai honte aujourd'hui. Et je pense qu'une partie de cela est restée ancrée en moi, plus longtemps que je ne l'ai jamais admis. Même à moi-même. Je pensais que tu reviendrais changer, d'une manière que je ne saurais pas gérer. Je pensais que tu n'aurais jamais ta propre famille, que tu n'aurais jamais le genre de vie que je considérais comme une réussite. Et quand tu n'es pas rentré? Quand tu as continué à t'enfoncer de plus en plus loin, dans quelque chose que je n'arrivais pas à m'imaginer, je crois que j'ai décidé qu'il était plus facile de supposer que tu avais échoué dans un domaine, plutôt que d'imaginer que tu réussissais, dans quelque chose que je ne comprenais pas. C'était la chose la plus honnête que mon père m'ait jamais dite, et elle a atterri avec un poids étrange et silencieux. Ce n'était pas exactement une justification, mais quelque chose qui s'en rapprochait, le soulagement d'entendre enfin la forme d'une blessure nommée correctement, après des années à n'en sentir que les contours. Lorraine nous a rejoints peu de temps après, attirée par un instinct qui lui soufflait que cette conversation était importante. Elle s'est assise sur l'herbe devant le banc, dans sa robe de fiançailles crème, sans se soucier du tissu. Elle levait les yeux vers nous deux, comme si elle voyait sa famille clairement, pour la première fois depuis des années. Je ne savais pas non plus, a-t-elle dit doucement. Rien de tout ça. Avant, je pensais que tu ne tenais tout simplement pas à être proche de nous. Je croyais que tu avais choisi ta carrière au lieu de rentrer à la maison, au lieu de faire partie de nos vies. Elle a secoué lentement la tête. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que tu aurais pu nous protéger, ou te protéger toi-même. Je n'ai jamais pensé à ce qu'il t'en coûtait de garder le silence. C'est alors que je leur ai parlé, pour la première fois, des Noëls. Chaque mois de décembre au cours des 11 dernières années, depuis que j'avais suffisamment de grade et de revenus pour le faire confortablement, j'envoyais un colis anonyme chez mes parents. Du bon café, une belle couverture, une année des billets de spectacle, une autre année autre chose. Le paquet arrivait toujours une semaine avant Noël, sans adresse d'expédition, sans mots, sans rien qui puisse remonter jusqu'à moi. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas qu'ils se sentent obligés de me remercier. Je ne voulais pas créer un moment de plus où mon père aurait dû me reconnaître directement. Et où il aurait inévitablement manqué à cette reconnaissance, que j'espérais secrètement. C'était plus simple, leur ai-je dit, de donner sans être vu en train de donner. Plus sûr. Le visage de mon père a changé quand j'ai dit cela. Ce fut une sorte d'effondrement, contrôlé mais indéniable.
C'était le regard d'un homme qui réalise que la fille qu'il avait passé des années à rejeter, avait pris soin de lui à distance pendant tout ce temps, en silence, sans rien attendre en retour, pas même un merci. À ce moment-là, Lorraine pleurait. Pas les larmes de représentation d'une fête de fiançailles stressante, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'était clairement accumulé pendant des heures, voire des années. J'ai toujours pensé que tu étais la forte, a-t-elle dit. Celle qui n'avait besoin de rien de notre part. Je n'ai jamais pensé à ce qu'il t'en a coûté, de devenir ainsi. Mon père a tendu le bras et a pris ma main. C'était la première fois qu'il me touchait avec une véritable tendresse depuis mon enfance, et il a dit, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, « Il y a quelque chose à la maison que je veux vous montrer, à toutes les deux. » Il a regardé Lorraine, puis moi. Quelque chose de résolu s'est installé sur ses traits, comme s'il venait de prendre une décision, après des années passées à l'éviter. J'aurais dû vous le montrer il y a bien longtemps. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je savais seulement que l'homme, assis à côté de moi sur ce banc, avait l'air différent de celui qui avait envoyé ce SMS 6 jours plus tôt. Il paraissait plus petit, d'une certaine manière, mais plus honnête à d'autres égards, comme si quelque chose de rigide en lui s'était enfin fissuré. Nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents le lendemain après-midi. Lorraine et moi étions dans ma voiture de location, et mon père nous suivait dans la sienne. Tout au long du trajet, je n'arrêtais pas de ressasser ces mots, me demandant ce qui pouvait bien nous attendre et qu'il ne nous avait jamais montré auparavant. Ma mère nous a accueillis à la porte, avec une expression qui me disait qu'elle savait déjà de quoi il retournait. Elle n'a rien dit, s'est contentée de s'écarter pour nous laisser entrer, ses yeux cherchant ceux de mon père avec une sorte de permission silencieuse. Il nous a conduites au placard du couloir, dans la chambre du fond. C'était celui qui nous avait toujours été interdit quand nous étions enfants. Pendant des décennies, j'avais supposé qu'il n'était rempli que de vieilles déclarations d'impôts et de décorations de Noël. Il s'est agenouillé, a sorti un bac de rangement en plastique, et l'a posé sur le lit entre nous. À l'intérieur, organisé avec plus de soin que je ne l'aurais imaginé de sa part, se trouvaient des dizaines d'enveloppes reliées lâchement par année, remontant plus loin que je ne pouvais immédiatement m'en souvenir. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Lorraine, en tendant la main vers l'une d'elles. « Lis le recto » a répondu mon père, d'une voix devenue rauque. J'ai regardé, et ma propre écriture m'a sauté aux yeux. Cher papa, chère maman et papa, chère famille. C'étaient des lettres que j'avais écrites au fil des ans. Depuis l'école d'infanterie de Draguignan lors de mes premiers entraînements, depuis le Mali pendant mon premier déploiement, depuis l'Afghanistan 2 ans plus tard. À chaque affectation, chaque promotion, chaque étape silencieuse entre les deux, je les avais fidèlement envoyées. Comme on envoie un message dans le vide, espérant qu'il y aura un jour une réponse, sans jamais s'attendre à la moindre reconnaissance, et en me disant à chaque fois qu'il importait peu que l'on me réponde ou non. J'avais arrêté de compter combien j'en avais envoyé, aux alentours de la 12e année. Tu ne les as jamais ouvertes, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Je pouvais le voir aux enveloppes elles-mêmes. La plupart étaient encore scellées, certaines légèrement jaunies par le temps. Quelques-unes avaient le rabat à peine soulevé, puis refermé, comme s'il avait commencé à l'ouvrir, avant de perdre courage. Mon père s'est assis lourdement sur le bord du lit, la boîte de rangement entre les mains. J'ai ouvert les premières, a-t-il admis, tout au début, et je ne savais pas quoi faire de ce que je lisais. Tu semblais si sûre de toi, si compétente. Tu décrivais des choses que je n'arrivais pas à imaginer, des endroits où je n'étais jamais allée. Des décisions que je n'aurais pas su prendre à ta place. Pour être honnête, ça m'a fait peur. Ça m'a donné l'impression de ne plus connaître ma propre fille, comme si tu étais devenu quelqu'un que je ne pouvais plus prétendre comprendre. Alors, j'ai arrêté de les ouvrir. Je me suis dit que j'y reviendrais plus tard, quand je serais prêt. Et puis, plus tard, s'est transformé en années, et les années en décennies. Et je ne savais pas comment t'expliquer pourquoi j'avais laissé la situation durer si longtemps, alors je n'ai rien dit du tout. Je me suis assise lentement sur la petite chaise près de la fenêtre. La boîte de lettres non ouverte reposait entre nous trois, comme une relique enfin déterrée. Lorraine pleurait à nouveau, doucement cette fois, serrant l'une des enveloppes contre sa poitrine.
Puis-je en lire une, ai-je demandé. Maintenant, à voix haute. Mon père a hoché la tête, incapable de parler. Tout simplement incapable. J'en ai choisi une, datant du début de ma carrière, de ma première année à l'école de Draguignan. Le papier était devenu doux avec le temps. Ma voix s'est légèrement étranglée, en lisant ma propre écriture de jeunesse. C'était la mise à nu de mes propres incertitudes de l'époque, d'une manière que j'avais oublié m'être un jour permise. Cher papa, ai-je lu. Je sais que tu ne comprends pas pourquoi j'ai choisi cette voie. Je sais que ce n'est pas ce que tu avais imaginé pour moi, et je sais que ce n'est probablement pas ce que tu aurais choisi, si cela n'avait dépendu que de toi. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne fuis rien. Je cours vers quelque chose, vers une version de moi-même dont je pense pouvoir être fier un jour. Même si cela me prend beaucoup de temps pour y arriver, même s'il te faut encore plus de temps pour le comprendre, je n'ai pas besoin. Que tu sois fier de moi tout de suite. J'espère juste qu'un jour, tu auras envie de savoir à quoi ressemble vraiment ma vie. C'est tout ce que je demande. Pas des applaudissements, juste de la curiosité. Avec tout mon amour, Savannah. La pièce était plongée dans le silence quand j'ai terminé. Mon père avait le visage enfoui dans ses mains, ses épaules tremblaient d'une manière dont je n'avais sincèrement jamais été témoin en 46 ans. Ni à des enterrements, ni à aucune autre occasion. Ma mère se tenait sur le pas de la porte, une main plaquée sur sa bouche. Lorraine s'était déplacée pour s'asseoir à côté de moi, la tête reposant contre mon épaule, comme elle le faisait quand nous étions petites. Et la maison semblait bien trop grande, et bien trop silencieuse, pour deux sœurs qui essayaient d'y trouver leur repère. Je suis tellement désolée, a fini par dire mon père, en relevant la tête, les yeux rougis. Je suis tellement désolée, Savannah, pour tout ça. Le SMS, les années qui l'ont précédé. Tout. Je ne sais pas comment réparer 2 décennies d'erreurs, mais je veux essayer, si tu me le permets. Je n'avais pas de réponse toute faite à lui donner, à cet instant. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave, parce que c'était grave, et j'avais fini de prétendre le contraire, pour son propre confort. Mais je ne suis pas partie non plus. Je suis restée assise là, dans cette pièce remplie de lettres non ouvertes, et j'ai laissé une chose, enfouie depuis si longtemps, commencer enfin à remonter à la surface entre nous. Ce n'était pas encore résolu, non, mais ce n'était plus caché. Je suis restée chez mes parents plus longtemps que je ne l'avais prévu ce soir-là. Plus longtemps que je ne l'avais fait depuis des années, en réalité. J'y suis restée après le dîner, au-delà du moment où ma mère a finalement allumé les lampes, pour contrer la lumière déclinante de l'extérieur. Mon père n'a pas essayé de combler chaque silence, comme il le faisait avant. Il ne s'est pas précipité pour se justifier davantage, ou pour soutirer un pardon qu'il n'avait pas encore mérité. Il est simplement resté assis avec nous, présent, d'une manière que je ne pense pas avoir jamais pleinement vécu avec lui. Et il y avait, dans cette immobilité, quelque chose qui comptait bien plus que n'importe quelles excuses. Avant mon départ, il m'a demandé de l'aider avec une dernière chose. Il avait trouvé, caché au fond de ce même bac de rangement, une photographie encadrée datant de plusieurs années. C'était moi à 23 ans, fraîchement promu officier, me tenant droite et fière dans mon uniforme de cérémonie, devant les casernes. Je ne me souvenais même pas de l'avoir envoyée. Il avait dû la garder pendant tout ce temps. C'était toute la fierté, contenue dans des enveloppes non ouvertes, qu'il ne s'était jamais autorisé à afficher. Il l'a transportée lui-même dans le salon, a trouvé un marteau et un clou, et l'a accrochée au mur. Il l'a placée juste à côté du grand portrait officiel de Lorraine, pris lors de son gala de fin d'année. Ce portrait qui avait occupé cette place, tout seul, d'aussi loin que je me souvienne. Il a reculé d'un pas, a regardé les 2 photographies côte à côte, et n'a rien dit pendant un long moment. Puis, il s'est tourné vers moi. Voilà, a-t-il dit, la voix tremblante. C'est avec 20 ans de retard. Mais voilà. Je ne vais pas prétendre que ce seul geste a tout réparé. Car le chagrin et la négligence ne se dissolvent pas sur commande, peu importe la sincérité des excuses. Il y aura d'autres conversations à l'avenir, des plus difficiles. Il y aura probablement des moments où les anciens schémas essaieront de refaire surface,
et nous devrons tous les deux choisir, encore et encore, de faire mieux que par le passé. Mais, en me tenant dans ce salon, regardant 2 photographies enfin accrochées sur un pied d'égalité, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose qui était comprimé depuis plus de 2 décennies. Je suis retournée à Paris le lendemain matin, alors que le soleil matinal se levait sur les collines de Bourgogne. Et, quelque part sur cette portion d'autoroute silencieuse, je me suis surprise à penser, non pas à la colère que je portais depuis si longtemps, mais à ce dont j'avais réellement besoin, depuis le début. Jadis, je croyais que c'était d'excuses. Je pensais que si mon père prononçait un jour les mots « je suis désolé », quelque chose en moi s'apaiserait enfin, et se sentirait enfin complet. Mais, assise dans cette pièce la veille, à l'écouter pleurer sur des lettres qu'il avait eu trop peur d'ouvrir pendant 20 ans, j'ai compris que ce n'avait jamais vraiment été une question de mots. Ce dont j'avais besoin était plus simple qu'une excuse, et pourtant, d'une certaine manière, plus difficile à demander. J'avais besoin qu'il me regarde, enfin. Pas l'idée de moi qu'il s'était forgé à partir de ses peurs, de son malaise, et de ses vieux préjugés jamais remis en question. Non, je voulais qu'il regarde la femme que j'étais réellement devenue, se tenant devant lui, digne d'être connue. C'est ce qui est enfin arrivé, dans cette pièce remplie de lettres non lues. Ce n'est pas une résolution parfaite, ni une belle fin de film où tout ce qui fait mal disparaît d'un coup. C'est juste un père, enfin prêt à voir sa fille clairement, avec 22 ans de retard, et qui choisit, malgré ce retard, d'essayer quand même. J'y pense beaucoup aujourd'hui, des semaines plus tard, de retour à mon bureau à l'Élysée, dans le rythme calme et exigeant du travail autour duquel j'ai construit ma vie. Je pense à la part de ma force, au fil des ans, qui est née de l'apprentissage de l'autonomie, et de la capacité à trouver ma propre valeur, quand personne d'autre ne m'aidait à la trouver. Je ne regrette pas cette force. Elle m'a porté à travers les déploiements, les pertes, et ces décisions que personne ne devrait avoir à prendre seul. Mais j'ai aussi appris autre chose, dans les semaines qui ont suivi cette soirée, dans le salon de mes parents. Avoir besoin des autres, vouloir être vu par eux, ce n'est pas une faiblesse que l'on finit par dépasser en grandissant. C'est une chose que l'on a le droit de continuer à désirer, peu importe notre âge, peu importe le nombre de médailles, de titres, ou de victoires personnelles que l'on accumule en chemin. Le mariage de Lorraine et Bradford est prévu pour le printemps. Mon père a demandé prudemment, presque timidement, si je porterais mon uniforme de cérémonie. Pas pour faire une déclaration, a-t-il précisé, juste parce qu'il voulait le voir. Il voulait enfin comprendre à quoi cela ressemblait, sur cette fille qu'il avait portée pendant plus de 20 ans, sans le moindre public. Je lui ai répondu, oui. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de cette histoire, c'est ceci, parfois, les personnes qui nous blessent ne sont pas des monstres. Ce sont juste des gens qui n'ont jamais appris à poser les bonnes questions, et qui ont laissé la peur, ainsi que les vieilles habitudes, prendre la place d'une véritable compréhension. Cela n'excuse pas les années de silence, et cela ne signifie pas que chaque fin ressemblera à la mienne. Mais s'il y a quelqu'un dans votre vie dont vous n'attendez plus qu'il vous voie vraiment, cela vaut peut-être la peine de laisser la porte entr'ouverte, juste un peu, comme je l'ai fait, sans même en avoir l'intention. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous auriez fait à ma place. Seriez-vous retourné à cette fête? Auriez-vous rouvert cette porte, après tout ce qui s'est passé? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous, et dites-moi d'où vous me regardez ce soir. Je suis toujours émerveillée de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. De vrais moments de vie sur la famille, le pardon, et ces batailles silencieuses que beaucoup d'entre nous mènent, sans que personne ne le sache. Alors, si celle-ci vous a touché, abonnez-vous, pour ne jamais manquer la prochaine histoire, qui pourrait résonner d'un peu trop près avec votre propre vécu. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce récit. On se retrouve dans la prochaine histoire.